Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Après avoir été déposé au Parlement ce 20 octobre, le projet de loi de finances 2024 vient d'être rendu public. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les grandes orientations et les principaux changements de ce PLF. Comment ce projet peut-il concrétiser l'esprit du nouveau modèle de développement et les orientations royales en matière de consolidation de l'État social? Comment préserver les équilibres macroéconomiques du pays dans un contexte international perturbé et incertain qui a entraîné une hausse des prix des produits alimentaires et énergétiques? Quelle place pour la mise en œuvre du programme de reconstruction et de mise à niveau de façon générale des régions sinistrées par le séisme du Grand Atlas? Et quelles mesures prévoit-il ce plan pour introduire les réformes structurelles nécessaires pour la dynamisation de l'économie nationale? Des questions et d'autres auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité Mohamed Jedri, analyste économique. Monsieur Jedri, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Première question, quelle est votre première lecture de ce projet de loi de finances 2024 et dans quel contexte il intervient? Bien évidemment, avant de parler du PLF 2024, il faut bien parler du contexte international et national. Moi, je pense que aujourd'hui, nous sommes toujours dans un monde incertain. Il n'y a pas de visibilité économique, quel que soit pour le Maroc ou bien pour d'autres pays au niveau international. Il y a aussi ces changements géopolitiques à cause de la guerre en Ukraine ou bien même la guerre à Gaza aussi. On vit toujours avec une vague inflationniste. On a espéré les mois derniers avec une chute du baril du pétrole, mais ces derniers mois, il a été augmenté encore une fois. Et on voit que d'ici la fin d'année, on va y aller vers 95-100 $ le baril. Et aussi au niveau national, il y a aussi pas mal d'éléments qu'on devrait prendre en considération. Premièrement, il y a toute la question du plan d'aménagement post-séisme pour les provinces de l'Haouz. Ça, c'est un élément essentiel parce qu'il faut rétablir cette situation-là. Il y a aussi une feuille de route assez conséquente. Et il y a un deuxième élément aussi essentiel, c'est la question de ces changements climatiques. On vit pour la troisième année consécutive une année de sécheresse qui est devenue aujourd'hui structurelle pour l'économie marocaine. Donc ce sont des éléments qu'on devrait prendre en considération sans oublier qu'aujourd'hui nous avons une vision qui s'appelle la vision 2035. C'est à travers le nouveau modèle économique, on aimerait bien doubler le PIB d'ici 2035. Alors, les chantiers sont nombreux parce qu'il y a vraiment il y a du pain sur la planche pour le gouvernement. Mais que peut-on retenir principalement comme priorité dans ce PLF? Moi, je pense qu'il y a 4 priorités essentielles qu'on peut les aborder brièvement. Premièrement, il y a toutes les questions liées au programme de réaménagement post-séisme. Ça, c'est un chantier à part. Deuxième élément, c'est la consolidation de l'État social à travers l'éducation, la santé, les allocations familiales, les aides aux familles, etc. Il y a un troisième élément où nous avons, pour arriver à notre vision 2035, il faut tabler sur pas mal de chantiers structurels, de réformes structurelles. On parle de la justice, on parle du climat des affaires, on parle de code de la famille et autres chantiers essentiels, sans oublier un élément essentiel, il faut assurer la durabilité et la pérennité des finances de l'État à travers avoir des marges de budget. Alors, il y a des chantiers sur lesquels on va s'arrêter un petit peu, comme ce grand chantier de la consolidation de la protection sociale, érigé en priorité par Sa Majesté. Et puis, lors du discours de l'ouverture du Parlement, les choses ont été claires, c'était une feuille de route. Mais c'est un chantier qui demande beaucoup d'argent. Où le gouvernement, quand-il puisait ses fonds pour la consolidation de cet État social. On a vu l'expérience avec le Covid, c'était un petit peu délicat, il y avait du cafouillage pour le registre social unifié. Combien, plus ou moins, va coûter ce chantier et où l'exécutif peut-il puiser les fonds nécessaires? Tout à fait. Il faut rappeler un élément essentiel que le chantier de la clause sociale, c'est un package à 4 étapes. Il y a la première étape, c'est la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Deuxièmement, cette phase-là, on est aujourd'hui, c'est la généralisation des allocations familiales. On va y aller vers un troisième chantier à travers la généralisation des pensions de retraite pour y arriver en 2026 vers les indemnités de perte de l'emploi. C'est un chantier qui va coûter énormément pour le Maroc parce que d'ici 2026, il va coûter 51 milliards de dirhams par an.
Donc, 51 milliards de dirhams par an. Donc, le grand défi qu'on a, le grand challenge qu'on a, c'est pour assurer la durabilité et la pérennité pour ce projet-là, il faut assurer les ressources nécessaires. Cette année, par exemple, aujourd'hui, il y a déjà 35 milliards de dirhams, parce qu'il y a 9,5 milliards de dirhams pour couvrir les frais pour la Mojtamaoun. Les gens qui étaient dans le passé dans le Ramed, et maintenant ils sont basculés vers la Mojtamaoun, donc ils n'ont pas les capacités pour payer, donc c'est l'État qui paye pour eux. C'est à la hauteur de 9,5 milliards de dirhams. C'est énorme. Et le deuxième élément essentiel, c'est aujourd'hui, nous sommes dans une phase pour élargir les allocations familiales. On a aujourd'hui une enveloppe budgétaire à la hauteur de 25 milliards de dirhams. 25 milliards de dirhams, c'est juste pour titre de comparaison, c'est la moitié du budget qu'on devrait faire pour organiser la Coupe du Monde. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Ce sont des allocations familiales qui vont toucher, c'est vrai, ils vont toucher une grande population du Maroc parce qu'il y a 7 millions de familles qui ont des enfants en âge de scolarisation. Il y a 2 millions de familles, soit ils n'ont pas d'enfants, ou bien ils ont des enfants moins de la scolarisation. Et il y a, Sa Majesté le Roi, il a élargi cette assiette pour couvrir d'autres tranches sociales. Surtout les personnes handicapées, les personnes âgées, aussi les nouveau-nés et surtout les familles pauvres, les familles défavorisées. Donc c'est un chantier qui va coûter beaucoup d'argent, mais pour dire quelque chose qui est essentiel pour moi, si on n'arrive pas à contribuer tous et toutes, c'est-à-dire tous les Marocains et toutes les Marocaines, si on n'arrive pas à contribuer, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est que, surtout, je parle des métiers, des professionnels libres. Ils ont un grand problème parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils devraient contribuer pour payer. C'est pas grand-chose. Par exemple, on parle des taximens, on parle des tailleurs, on parle des plombiers. C'est à la hauteur de 150 dirhams, de 100 dirhams, de 150 dirhams, mais ils n'ont pas encore compris que c'est cette contribution-là qui va générer 25 milliards, 26 milliards supplémentaires pour assurer la durabilité et la pérennité. Sinon, le grand problème, c'est que d'ici 2030, à un moment donné, on va dire qu'on va arrêter ce programme-là parce qu'on n'a pas de sous. Vous avez parlé, professeur, de ces petites contributions, parce que c'est la classe moyenne ou même au-dessous de la moyenne, mais nous, on parle de grandes sommes. Et il y a aussi, on l'a vu dans ce PLF, énormément de nouvelles dispositions fiscales. Il y a, bien sûr, l'intention de lutter contre la fraude, il y a des exonérations, il y a des alignements, il y a des mesures d'harmonisation. Mais les petits contributeurs, chaque dirham compte. Mais où en est l'imposition des grandes fortunes? Aujourd'hui, on sait qu'il y a un plafond et que celui qui touche, je ne veux pas dire des choses erronées, 25 000 ou 26 000 dirhams net, c'est le plafond. Et ce qu'il paye en termes d'impôt sur le revenu est pareil que celui qui touche 100 000 dirhams ou 120 000 dirhams. Ou même plus. Ou même plus. 300 000 dirhams ou 400 000 dirhams, et ça existe. Ou bien les grosses fortunes, ou bien l'héritage. Que pensez-vous des nouvelles dispositions fiscales et de ces réformes fiscales? Tout à fait. Moi, je pense que c'est une question très, très pertinente. Parce que la question de la mobilisation des ressources, c'est une question qui revient toujours dans l'esprit du gouvernement. Malheureusement, pour ce gouvernement-là, il a des contraintes pour mobiliser de l'argent à droite et à gauche. Et à chaque fois, il ne voit que la classe moyenne. Le problème que se pose aujourd'hui, c'est que c'est vrai que les riches n'ont pas de problème parce que pour augmenter le prix du bout à gaz ou du farine de 2 dirhams, 3 dirhams, ça ne va pas impacter les riches, ça n'a aucun problème. Et aussi pour les classes défavorisées, on va y aller vers des aides directes. Mais par contre, pour la classe moyenne, aujourd'hui, il y a 0 mesure pour l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas d'augmentation des salaires, ni dans le secteur privé, ni dans le public. Je parle de la classe moyenne, bien évidemment. Et en contrepartie, on voit qu'il y a une augmentation de la TVA conséquente. Aujourd'hui, pour acheter un téléphone portable, pour acheter une tablette, pour acheter une cigarette électronique, pour acheter des biscuits, pour acheter du sucre, pour acheter plein de choses, pour le transport, c'est pire encore. On va passer de 14% à 20% d'ici 2026. Donc, on va encore une fois détériorer la classe moyenne qui va être déclassée. Alors que la classe moyenne, c'est le socle de la société, c'est la classe qui assure la paix sociale pour le Maroc. Il y a pas mal de mesures. Il faut au moins diminuer
diminuer un petit peu l'impôt sur le revenu, il faut y aller vers l'impôt sur l'héritage, il faut aller vers l'impôt sur les fortunes. Mais moi, je pense que le gouvernement, il a peur des riches parce qu'il dit si on va imposer ces gens-là, ils vont y aller ailleurs et c'est eux qui investissent pour le Maroc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une position très très délicate, surtout pour la classe moyenne qui reste le maillon faible pour ce PLF 2024. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, justement pour l'impôt sur le revenu, une imposition proportionnelle? Tout à fait. Pourquoi être condamné à garder ce plafond? Tout à fait. On ne demande rien. On ne demande que d'appliquer les recommandations des assises de Skhairat. Exactement. Et les assises de Skhairat, elles parlent de ça. Elle parle d'une nouvelle configuration de l'échelle de l'IR. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens qu'une personne qui touche 15 000 dirhams ou 20 000 dirhams, on le considère comme quelqu'un qui touche 60 000 dirhams ou 100 000 dirhams. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on voit ça. Mais moi, en tant qu'économiste, je comprends un petit peu les agrégats macroéconomiques du gouvernement, mais il ne faut pas continuer de ce sens-là parce qu'à travers cette logique mathématique et aussi surtout de calculs très négatifs, on va impacter la paix sociale et on va impacter la classe moyenne qui reste le socle de la société. Il faut trouver un juste milieu pour ne pas faire fuir les investisseurs ou pour qu'ils aillent dans des paradis fiscaux, mais en même temps, en essayant de réduire ce gap qui s'élargit. Alors, l'exécutif a confirmé son intention de maintenir ce système de compensation. Vous avez dit tout à l'heure le sucre, il maintient la compensation, la subvention, gaz butane, la farine. Mais il y a aussi le transport routier. Le transport routier, on a vu l'expérience avec le transport routier, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Pourquoi est-ce qu'on subventionnerait encore le transport routier? À votre avis, est-ce que c'est une décision, c'est une bonne décision? Et est-ce que ces petites subventions peuvent alléger un tout petit peu le fardeau des ménages qui croulent sous le poids de l'inflation? Moi, je pense que pour répondre à cette question-là, il y a deux éléments essentiels. Premièrement, le gouvernement il a reporté le chantier de la réforme de la caisse de compensation. Parce que normalement, on ne va pas avoir les deux à la fois. Il y a les allocations familiales d'une part et la caisse de compensation d'autre part. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a diminué l'enveloppe budgétaire pour la caisse de compensation de 26 milliards de dirhams à 16 milliards de dirhams. Parce que c'est tout à fait normal. Et les Marocains et les Marocaines, il faut s'attendre que demain, après-demain, dans les mois à venir, quand il y aura une petite augmentation pour les bouts à gaz, pour la farine et aussi pour le sucre, parce que l'objectif, c'est de supprimer la caisse de compensation. De gaz, parce que c'est une marque. Pour supprimer la caisse de compensation, pour la remplacer avec les allocations familiales. Mais par rapport à la question de transport, moi je pense que le gouvernement il essaye de jouer le rôle de pompier. C'est-à-dire on essaie un petit peu de fermer un petit peu les bouches à droite et à gauche. L'année dernière, la subvention des transporteurs a coûté presque 4,2 milliards de dirhams, c'est énorme. Oui. Et en 2023, il a coûté encore une fois les 2 milliards de dirhams. Moi je pense qu'au lieu de subventionner le transport, il faut y aller vers une réforme structurelle à travers la TIC, à travers la TVA, à travers la station de raffinage de Mohammedia. Pourquoi on est dans un statu quo? Il y a d'autres éléments qu'il devrait prendre en considération, sauf que de subventionner seulement le transporteur sans impact positif sur la population. Oui. Alors, il y a aussi l'annonce de créer quelque chose comme 50 000 nouveaux postes d'emploi dans les ministères publics et les institutions publiques. Est-ce que ce ne sont pas 50 000 fonctionnaires de plus ou 50 000 rentiers de plus, ou est-ce qu'il y a une autre finalité derrière ça? Non, moi je pense que le besoin est énorme. Parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin énorme parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation pour consolider l'État social. Et l'État social, il demande des instituteurs, il demande des infirmiers, des médecins, des paramédicaux, etc. Et c'est 50 000 personnes, et aussi pour la santé, pour la sécurité de l'État. Moi je pense que 50 000, ça ne répond pas aux vrais besoins, mais ce sont des postes budgétaires essentiels pour l'économie marocaine. Et légitime. Ça répond à un besoin. Là, on va revenir aux équilibres macroéconomiques et aux objectifs de la croissance. La ministre des Finances a annoncé des chiffres, ça c'est des prévisions. Elle vise une croissance économique de 3,7% et un budget, une inflation limitée à 2,5. Est-ce que vous pensez que ces objectifs peuvent être atteints dans le contexte qu'on vit et qui est, vous l'avez dit, plein d'incertitudes? Madame la ministre, il a dit des hypothèses.
Donc, ce sont des hypothèses. Moi, je pense que pour le taux de croissance de 3,7, il dépend de pas mal de choses. Il dépend déjà de la conjoncture internationale, parce qu'on ne peut pas y aller vers 3,7 de croissance s'il y a le taux de baril va dépasser $100 dans le marché international. Et il y a un élément essentiel pour le Maroc. D'ici 2030, nous sommes toujours, on dépend de la pluie. S'il y a de la pluie, on va réaliser une saison moyenne, mais s'il n'y a pas de la pluie, on ne peut pas réaliser 3,7. La preuve, c'est que cette année-là, normalement, on a prévu 3,4, mais le ACP, il dit qu'on va y aller vers 2,4, 2,3 gros maximum. Alors, on est déjà loin de 3,7, et moi, personnellement, je vois que c'est un peu difficile de passer de 1%, 1,5% en 2021 en 2022 à 3, presque 4% en 2024, dans un laps de temps qui est toujours marqué par l'incertitude. Il y a le deuxième élément, la question de l'inflation. L'année dernière, on a terminé avec 6,6%. Cette année, on va terminer avec 5,5 ou bien 6%. Donc, ça va être un peu difficile pour y aller vers 6%. Oui. Et pire encore, ces mesures fiscales, surtout de la TVA, elles vont augmenter les prix. Lorsqu'on va augmenter les prix, donc on va augmenter encore une fois l'inflation. Mais ce sont des hypothèses et des agrégats macroéconomiques que le gouvernement devrait déclarer pour avoir des équilibres macroéconomiques. Mais ce sont des éléments, moi je pense, ce sont des indicateurs qu'on expose pour l'extérieur plutôt que pour l'intérieur du pays. Il y a beaucoup d'axes, mais on va s'arrêter à un dernier axe. C'est celui très important de l'intégration du secteur informel dans l'économie nationale, parce qu'on ne parle plus d'éradication d'informel, mais comment l'intégrer. Qu'est-ce qui est prévu dans ce projet de loi de finances pour justement intégrer ce secteur informel qui constitue quand même... Déjà, il y a l'État social, ça c'est très important parce que voilà le petit hanout du coin, le petit plombier, le petit électricien, etc. Il va intégrer, lorsqu'il va intégrer le formel, il va bénéficier de l'AMO, il va bénéficier des allocations familiales, il va bénéficier des aides, il va bénéficier de plein de choses. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a l'intérêt pour ces gens dans le secteur informel. Et il y a le deuxième élément qui est nouveau dans le PLF, c'est la question de la lutte contre les factures falsifiées et surtout pour l'évasion et la fraude fiscale. Aujourd'hui, on va retenir à la source le montant de la TVA à la hauteur de 73% lorsqu'on voit que la personne qui est devant nous n'a pas un certificat de vérification avec les services d'impôt. Ça, c'est un élément essentiel, mais la question du secteur informel est toujours, ça existe toujours au Maroc, et moi je pense qu'on devrait avoir encore des années pour lutter contre ce fléau qui est très, très, très négatif pour l'économie marocaine. Merci beaucoup, Mohamed Jedri, pour cet éclairage. Merci, monsieur. À très bientôt, j'espère. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.